le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux lundi, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Bell pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien, Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM, à Jacques Bell, le Soudan, la transition va se poursuivre, assure le général Burhan, quelques jours après l'annonce de l'arrestation de plusieurs dirigeants civils du gouvernement au Soudan, tentative de coup d'État aux yeux de nombreux Soudanais. Le général Burhan affirme que la transition va se poursuivre. Le militaire qui dirige le Conseil souverain annonce la dissolution du gouvernement et l'instauration de l'état d'urgence, une reprise en mai de l'armée, 2 ans après l'éviction du dictateur Omar el-Béchir. Voici un reportage signé TV5 Monde. L'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Quand il parle enfin à la télévision soudanaise ce lundi midi, le général Al-Bourhan ne fait que confirmer ce que le ministère de l'Information a déjà annoncé. La plupart des membres civils du gouvernement de transition ont été arrêtés, le Premier ministre emmené vers une destination inconnue, Internet est coupé. Depuis plusieurs heures, une foule en colère a envahi les rues de Khartoum et crie au coup d'État. Ce que fait l'armée, c'est trahir les civils sur tous les fronts. Cela faisait plusieurs semaines que la coalition entre civils et militaires mise en place en 2019 après la chute du dictateur Omar el-Béchir menaçait d'exploser. Fin septembre déjà, une tentative de coup d'État avait exacerbé les tensions au sein du Conseil dit de souveraineté. De l'histoire ancienne pour le général Al-Bourhan, qui a annoncé sa dissolution pure et simple. Les mécanismes de la période de transition étaient basés sur un accord continu et équilibré entre les dirigeants civils et militaires pour aller vers des élections générales. Mais cet accord équilibré s'est transformé en conflit. Pour autant, promet le général Al-Bourhan, la transition vers un régime civil se poursuit. Un nouveau gouvernement serait même sur le point d'être annoncé. Que cela soit annoncé par Al-Bourhan ou n'importe qui d'autre, tout cela ne veut rien dire. Le peuple soudanais a déjà affiché sa position concernant tout régime militaire. Nous revendiquons un gouvernement civil et demandons la dissolution du Conseil militaire. Nous ne négocierons plus avec l'armée. Aucune nouvelle du Premier ministre Abdallah Hamdok. Son bureau appelle les Soudanais à protester par tous les moyens pacifiques possibles. L'armée aurait tiré sur les manifestants qui s'approchaient de ses quartiers généraux. À l'étranger, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis ont d'ores et déjà demandé la reprise du dialogue entre militaires et civils. Sommet mondial de la santé, 70% du monde vacciné contre le Covid-19 d'ici mi-2022. Une centaine de nations au sommet mondial de la santé dressent un bilan de la pandémie de Covid-19 pour mieux la combattre. Objectif, vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année, 70% à la mi-2022. Voici un reportage signé Euronews. Au sommet mondial de la santé à Berlin, une centaine de nations sont réunies jusqu'à mardi pour dresser un bilan de la pandémie de Covid-19, mais surtout pour savoir s'en prémunir à l'avenir, notamment à travers une meilleure préparation aux épidémies et aux maladies émergentes. Les virus se déplacent rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus vite, a affirmé le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Avec les bonnes informations, les pays peuvent garder une longueur d'avance sur les risques émergents et sauver des vies. L'urbanisation, la déforestation, le changement climatique et l'intensification des pratiques agricoles augmentent les risques d'épidémies et de pandémies. Pour le chef de l'OMS, même si la pandémie n'est pas encore terminée, la fin du Covid-19 est à portée de main. Un message d'espoir qui repose sur les vaccins et leur bonne distribution entre pays pauvres et pays riches. L'objectif de l'OMS, 40% de la population de chaque pays doit être vaccinée d'ici la fin de l'année et 70% d'ici la mi-2022.
L'OMS a également insisté sur la nécessité de se focaliser sur la recherche et les nouvelles technologies pour éviter que l'une des maladies émergentes ne se transforme en désastre sanitaire mondial comme celui du Covid-19 qui a fait plus de 4 900 000 morts dans le monde. En Estonie, l'opposition et la société civile boycottent le dialogue national. L'opposition et la société civile ont rejeté l'appel à discuter proposé samedi par le roi d'Estonie au regard des manifestations violentes. Voici un reportage signé Africa News. En Eswatini, l'opposition et la société civile ont rejeté l'appel à discuter lancé par le roi samedi. Un appel au dialogue national qui survient après la visite de médiateurs d'Afrique australe et en réponse à la dernière vague de manifestations violentes survenue la semaine dernière dans le royaume. Selon le représentant du roi, la discussion devait avoir lieu après les cérémonies rituelles annuelles de la fête de Linkwala, qui célèbre la royauté et dure environ un mois. Néanmoins, le vent de démocratie qui souffle sur le petit État d'1,3 million d'habitants ne semble pas être sur le point de s'arrêter. Les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile ont qualifié l'appel au dialogue de ruse pour tromper les médiateurs. Dans un communiqué, ils ont affirmé qu'il ne pouvait pas y avoir de calme ou de dialogue pacifique tant que les forces de sécurité continueraient de tuer et mutiler des gens. Depuis le mois de juin, l'Eswatini est le théâtre de manifestations pro-démocratie sanglantes, ayant déjà fait 2 morts et au moins 80 blessés dans les affrontements entre les manifestants et l'armée. Retour au Soudan, les États-Unis condamnent la prise de pouvoir par les militaires. Après le coup d'État au Soudan, les réactions internationales se sont multipliées. Les États-Unis appellent à la libération des membres du gouvernement. La Maison-Blanche condamne la prise de pouvoir par les militaires. Écoutons un décryptage sur France 24. Les réactions internationales se sont multipliées. Bien sûr, Emmanuel Macron a condamné. Il a appelé au respect de l'intégrité du Premier ministre. Le chef de l'ONU condamne également ce qu'ils appellent un coup d'État militaire. Les États-Unis appellent à la libération des membres du gouvernement. On retrouve tout de suite Mathieu Mabin à Washington, justement. Mathieu, bonsoir. La Maison-Blanche condamne ce coup d'État. Oui, absolument. L'administration américaine a d'abord réagi à travers la voix de son envoyé spécial qui a vivement condamné la prise de pouvoir par les militaires, qui marque, selon lui, la fin du processus de transition en cours, un processus pour lequel les États-Unis s'étaient pourtant mobilisés. Un processus qui, toujours selon Feldman, est en opposition totale à la volonté du peuple soudanais, je cite. Joe Biden, de son côté, a mis un peu plus de temps à réagir. Il était en vol à bord de Air Force One, mais a néanmoins validé un communiqué par l'intermédiaire de sa porte-parole, un communiqué qui condamne lui aussi fermement le coup d'État et qui enjoint les militaires à libérer les dirigeants civils interpellés par les hommes du général Abdel Fattah al-Burhan. Rappelons enfin que dès son entrée en fonction, le président américain avait considéré comme prioritaire le dossier soudanais et appuyé de tout son poids diplomatique la constitution d'un régime de transition composé de civils et de militaires. De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a validé la constitution d'une salle de crise dédiée au Soudan dans les murs même du département d'État et annonce que tout sera mis en œuvre sur le plan diplomatique, en tout cas pour obtenir un retour rapide à la normale. Alors que peuvent faire justement les États-Unis, Mathieu ? D'abord, il convient de souligner que toute forme de solution militaire est à exclure pour le moment. Les États-Unis possèdent bien des troupes dans la région, mais il est proprement inimaginable à ce stade, pour le moment en tout cas, que l'administration Biden s'oppose militairement au coup d'État, ce qu'elle qualifie de coup d'État. En revanche, depuis avril dernier, maintenant, l'essentiel des fonds alloués par la communauté internationale à Khartoum et qui proviennent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour l'essentiel, sont détenus aux États-Unis. Or, 44 millions de dollars rien que pour le FMI seraient sur le point d'être gelés ou reconvertis sous forme d'aide directe à la population sans que l'administration Biden n'ait donné plus de détails pour le moment. Les comptes personnels des officiers qui ont participé à l'opération sont également dans le viseur, à commencer bien sûr par ceux du général Abdel Fattah al-Burhan lui-même. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin, notre... L'Afghanistan en crise, 2 mois après la prise de pouvoir des talibans. Des millions d'Afghans souffrent de malnutrition dans un pays qui s'enfonce dans la crise. Depuis la prise de pouvoir des talibans, il y a 2 mois,
Les prix montent en flèche, le taux de chômage explose. Même les hôpitaux où on ne parvient pas à payer le personnel manquent de tout. Une situation intenable alors que l'hiver qui approche menace la survie d'un million d'enfants. Voici un dossier spécial avec le reporter de Radio-Canada, Marie-Ève Bédard, dans la page internationale pour ce aujourd'hui. Fariba savait très bien reconnaître les signes que son fils, Ahmed, n'avait pas assez à manger. Elle est donc venue chercher de l'aide ici, dans cet hôpital public de la province de Parwan, avant qu'il ne soit trop tard pour lui. J'avais une autre enfant avant, dit-elle. Elle aussi a souffert de malnutrition. Elle a été hospitalisée ici pendant 10 jours où elle recevait du lait, mais quand on est rentré à la maison, elle est morte. Nous n'avions rien à cuisiner ou à manger. Demain, ils rentrent à la maison tous les deux. Fariba sera armée de rations de céréales complètes fournies par le Programme alimentaire mondial et d'une prescription pour mieux s'alimenter, des fruits, des légumes, du lait, tout ce que Fariba et son mari ne peuvent pas se payer. L'hôpital public de Parwan manque de tout. Son personnel soignant n'a pas reçu de salaire depuis 4 mois. Les fournisseurs ont cessé les livraisons. Ces ambulances sont clouées sur place et on limite les admissions au strict minimum. Le principal problème que nous avons, dit-il, c'est que nous n'avons aucune ressource pour chauffer l'hôpital. Je crains qu'en ne chauffant pas les chambres des patients correctement, ils vont rentrer chez eux plutôt que de recevoir des traitements. Le froid, c'est celui qui déjà enveloppe Kaboul et qui, la nuit, envahit ces déplacés abrités sous des tentes rudimentaires ou des bouts de tissu. 3 bambins sont morts dans ce camp de fortune depuis la semaine dernière, dit cette femme. Ce n'est pas pour le plaisir que nous sommes venus de Badakhshan. Ce sont les combats qui nous ont forcés à quitter. Mon mari est mort, mes fils sont morts, mes beaux-fils aussi. Ici, nous sommes en paix, mais il n'y a rien à manger, rien à boire. Que pouvons-nous faire? Elle accuse les talibans d'empêcher la distribution d'aide dans les camps pour les forcer à rentrer dans leur province. C'est hors de question, dit-elle. Le Programme alimentaire mondial estime que 14 millions d'Afghans font face à une insécurité alimentaire aiguë. 3 200 000 enfants sont menacés par la malnutrition sévère. Pour 1 million d'entre eux, c'est carrément la mort qui guette. Si la faim guette presque tous les Afghans, ce n'est pas faute de trouver à manger au pays. Les étals des marchés débordent toujours de produits. Mais du jour au lendemain, l'Afghanistan se retrouve avec un taux de chômage qui explose, une inflation qui monte en flèche et une aide humanitaire qui a soutenu le pays pendant toutes ces décennies pratiquement coupée à sec. Les Afghans qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu avec des travaux journaliers sont réduits à se présenter dans les centres de distribution du Programme alimentaire mondial pour des produits de base. Avant les talibans, je trouvais du travail tous les jours, dit-il, mais il n'y a plus rien dans la construction, et même pour pousser un chariot. Il est ému de recevoir un peu d'aide, de la farine, de l'huile et du blé. De quoi nourrir sa famille de 10 pour une quinzaine de jours, mais la viande et les légumes, il faut oublier. La communauté internationale a promis le déblocage d'une aide pour l'Afghanistan d'un montant de 1,2 milliard de dollars américains en septembre dernier. Il sera administré et distribué directement par les Nations unies. Mais ça ne suffira pas pour les tout petits, trop petits patients de Parwan et au-delà. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Parwan. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température, il pleut depuis ce matin dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Température 57 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rouband, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi, même quand c'est la grève pour Haïti. Eh oui, il faut rester, garder le silence et il faut être précautionneux, puisque ça balance très mal pour Haïti. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.